On a beau croire avoir tout vu de la vie quand on roule en voiture de luxe avec cuir qui sent la peau neuve et musique douce qui caresse l'oreille, mais il suffit d'un regard affamé au bord de la route pour que le cœur change de direction plus vite que le clignotant. La ville brillait ce soir-là comme si Dieu lui avait signé un chèque de lumière après l'averse, les néons du plateau chatouillaient la lagune et les immeubles de verre renvoyaient le coucher du soleil en mille miroirs, pendant que les moteurs ronronnaient comme des félins rassasiés sur l'avenue principale. Elle arrivait du siège de son empire, tailleur couleur champagne, talons qui frôlaient le tapis d'une voiture plus silencieuse qu'un secret bien gardé, regard droit et calme d'une femme élevée dans les dessins précis du pouvoir. On dit que la richesse n'a pas de parfum, c'est faux, la richesse sent le jasmin discret, la vanille légère et l'assurance d'avoir toujours un plan B pour calmer la panique des autres. Elle s'appelait Adèle, héritière d'un empire familial qui bâtissait des immeubles où les ascenseurs parlaient presque comme des majordomes, et ses bracelets carillonnaient avec la délicatesse d'une pluie fine quand sa main se posait sur la portière. Ce soir-là pourtant elle demanda au chauffeur de s'arrêter devant le vendeur de beignets à l'angle du marché, pas loin d'un baobab qui avait vu plus de secrets que la lune, parce qu'un parfum de pâte chaude et de sucre cannelle avait pris son âme en otage, et aussi parce qu'elle aimait ces petites transgressions qui font sourire la vie. Le vendeur retournait les beignets dans l'huile comme s'il composait une musique, clac-clac, grillade à côté, sauce piment qui chantait dans les narines, et les femmes du marché arrangées comme des reines dans des tissus vifs racontaient la journée avec des gestes ronds et des rires qui frappaient l'air sans demander pardon. Adèle descendit, la nuit s'accrocha à sa robe, et les regards se tournèrent vers elle comme les tournesols vers le soleil, pas à cause d'une arrogance mal élevée, mais à cause de cette chose rare que les Africains reconnaissent chez certains comme un totem, la présence. Elle sourit, commanda des beignets encore fumants, attira sans le vouloir un minuscule cortège de curieux, et c'est là qu'il s'avança, sorti du coin d'ombre où dorment les habitudes, un homme à la barbe de poussière, la peau marquée par la poussière rouge de la rue, mais les yeux clairs de ceux qui ont abandonné les mensonges parce qu'ils coûtent trop cher à transporter. Il n'avait pas cette odeur de rancœur qu'ont parfois les naufragés, il avait l'odeur simple de la fatigue et la dignité des anciens, la droite comme un bâton, la voix posée comme un griot qui sait que la meilleure façon de parler au monde c'est de parler d'abord à soi. Il s'arrêta à bonne distance, pour ne pas effrayer la beauté à talons, et Adèle leva vers lui le genre de regard qu'on réserve aux inconnus qui savent choisir le moment précis où les défenses baissent sans qu'on s'en aperçoive. Il déglutit, puis la phrase sortit de lui comme un tambour casse la nuit du village, ni timide ni agressive, simplement vraie et folle, STP épouse-moi, dit-il, une milliardaire supplie un sans-abri. Le silence tint sa respiration, et la foule, qui ne rate jamais l'occasion de mettre un grain de sel dans la sauce du destin, se pencha d'un même coup pour mieux goûter la scène. Les beignets semblaient plus dorés tout à coup, la fumée remonta comme un voile et les rires d'abord jaillirent en rafale, pas méchants, moqueurs comme le vent chaud quand il tape sur la nuque, et gros, tu as pris le soleil aujourd'hui ou quoi, on dirait que ton cerveau est tombé dans la friteuse, dit un jeune en t-shirt serré. Une vendeuse ajusta son pagne et souffla, petit frère, l'amour ne mange pas le piment, ce que tu cherches là, même la chance va chercher son oncle avant de revenir répondre. Adèle quant à elle ne rit pas, elle avait l'habitude que le monde l'implore pour des contrats, des faveurs, des appels, mais jamais personne ne lui avait demandé le cœur comme on demande de l'eau en plein midi. Elle observa l'homme, il baissa les yeux et les releva, un sourire fuyant accroché au bord des lèvres, comme un enfant qui vient de casser un pommet qui promet d'apprendre la poterie. Elle demanda doucement, « Tu t'appelles comment ?» et il répondit d'une voix qui avait des cailloux dedans mais une rivière dessous, « On m'appelle Kofi, certains m'appellent personne, mais moi je sais que je m'appelle encore Kofi. » Les curieux s'étranglèrent de rire, l'un d'eux lança qu'il devait s'appeler Kofi la fin, un autre jura qu'il allait filmer pour montrer à ses amis comment les rêves s'accrochent au pare-choc des voitures de riches, mais Kofi, loin d'être piqué, regarda la foule comme on regarde des cousins qui oublient leurs bonnes manières quand le poulet arrive. « Vous riez, dit-il, mais ça c'est votre ventre qui parle, le mien est vide, il n'a plus la force de rigoler, alors il préfère la vérité, chez nous on dit que quand la chèvre est pressée elle mange même du savon, mais moi je suis pressée par la vie alors je mange le courage. » Adèle sentit quelque chose remuer sous sa cage thoracique, pas un papillon, plutôt une vieille grand-mère intérieure qui faisait en tapant avec la cuillère sur la lèvre de la casserole, parce qu'il y a des voix qui réveillent le village qu'on a dans le cœur. Elle lui tendit un beignet, « Prends, mange d'abord », et Kofi prit avec respect comme on prend un nouveau nom, « Merci, dit-il, que Dieu ajoute du beurre à ta richesse, parce que si on a l'argent sans la bonté, on a juste des pièces qui font du bruit dans une calebasse vide. »
Le vendeur de beignets gonfla le torse, fier de voir que ses beignets faisaient parler les destins, et quelques passants applaudissaient sans savoir pourquoi, parce qu'en Afrique on applaudit parfois la vie quand elle se met à danser sans musique. Adèle s'accouda légèrement au toit de sa voiture, le cuir respira sous ses doigts, et prit le temps de regarder Kofi manger. Il mangeait avec la grâce d'un homme qui se souvient des manières que la faim ne peut pas voler, petite bouchée, regard reconnaissant, silence plein, puis il s'essuya les doigts sur un mouchoir propre sorti d'on ne sait où. « Tu veux vraiment m'épouser » demanda TL, pas pour mes immeubles ni mes bijoux, mais pour moi, et Kofi hocha la tête, ses yeux brillaient d'une lumière sans électricité. Je te demande de me prêter ton nom comme on prête un parapluie à un voyageur sous la pluie, même juste un jour, pour que le monde sache que je ne suis pas perdu mais en route, et aussi parce qu'en te regardant j'ai vu le genre de femme qu'un homme peut suivre même les yeux fermés sans tomber dans un puits. La foule éclata de plus belle, un vieil oncle à chapeau s'étouffa dans son ricanement. Petit, fais doucement avec les paroles, elles ont des pieds, elles peuvent te suivre jusque dans le sommeil, et un adolescent siffla au grand, au lieu de demander l'eau tu veux la jarre entière, quand la richesse marche tu ne la bouscules pas. Tu ranges d'abord tes sandales. Kofi ne broncha pas, il se tourna vers eux avec un calme d'aîné, mes frères, je ne suis pas venu voler, je suis venu essayer, et chez nous on dit que qui n'essaie pas a déjà échoué, je ne veux pas mourir avec la bouche fermée, sinon même les fourmis vont croire que j'étais un cadavre avant l'heure. Adèle eut un petit rire qui n'appartenait qu'à elle, un rire de cristal qui ne coupe pas, et le chauffeur, debout un mètre derrière, regard vers le sol, jouait à être invisible comme le font ceux qui servent des rois. La ville tout autour continuait sa chorégraphie de luxe, des 4x4 glissaient comme des requins paisibles, des femmes aux robes comme des couchers de soleil flottaient en terrasse d'un rooftop voisin, la lagune respirait en silence, des lumières tombaient des terrasses comme des collines renversées, et par-dessus tout le parfum du beignet chaud cherchait querelle à celui des bougies parfumées qui venaient du sac d'Adèle. Elle dit alors la phrase qui transporte le bois sur le feu, « Ok, parle, raconte-moi comment un homme arrive à poser ces mots-là sur la bouche d'une femme qu'il ne connaît pas », et Kofi s'assit par terre sans s'affaler comme le font les rois fatigués, adossa son dos au tronc du vieux baobab, et commença. « Je dors ici depuis des mois, dit-il, et chaque nuit les feuilles me racontent que même les arbres changent de vêtements, alors pourquoi pas moi ? J'ai appris à écouter les pas de ceux qui ont tout, et je me suis aperçu que la richesse fait du bruit quand elle veut se faire voir mais qu'elle sait devenir silencieuse quand elle a peur. Et aujourd'hui je t'ai vu descendre comme une prière qui a trouvé son dimanche, alors ma bouche a parlé avant mes calculs. Je ne viens pas chercher ton argent, j'ai faim oui, mais j'ai plus faim de respect que de riz, épouser, ce n'est pas seulement entrer dans ta maison, c'est entrer dans ta vérité, et peut-être la mienne se sent seule. Il sourit. Vous les riches vous mangez du poulet tous les jours, nous on mange les mêmes poulets mais dans nos rêves, et quand on se réveille on se lèche les doigts quand même pour garder l'habitude. La foule éclata, cette fois avec une chaleur moins piquante, et le vendeur lui glissa un beignet de plus, prends. Tu parles comme mon grand-père quand il avait encore ses dents, tu mérites au moins deux. Adèle fit signe au chauffeur de patienter, ces rendez-vous pouvaient attendre, il y a des heures qui changent la boussole et il faut leur laisser faire le travail. Elle observa ses mains, pas si sale qu'elle l'aurait cru, et raflée mais soignée comme si elle se souvenait d'avoir tenu d'autre chose que des cartons. Elle nota sa diction, sa manière de poser les mots comme on aligne des coris pour lire l'avenir, et sentit une curiosité fine, pas celle du zoo, celle de la bibliothèque. « D'où viens-tu Kofi, et où vas-tu » demanda-t-elle, et il répondit par un sourire qui cachait mal son passé, « Je viens d'un endroit où on m'appelait monsieur, je vais vers un endroit où on m'appellera juste par mon nom sans ajouter la pitié. Aujourd'hui ma route a croisé tes pas, j'ai vu le pont que tu pouvais être. Alors j'ai demandé, chez nous on dit que la chèvre qui bêle attire le berger, si je reste muet, même le soleil ne saura pas que je suis là. » La foule, déjà prise par l'histoire, se calmait à demi, on murmurait des HM de compassion, on gloussait encore de temps en temps, mais moins fort, comme si l'on craignait de casser un vase où le destin avait mis des fleurs imprévues. Un garçon de bonne famille, parfum trop présent, lança encore un sarcasme, « Frère, si tu veux le luxe, commence par changer de chemise, le luxe n'aime pas la poussière », et Kofi répondit sans colère, « Mon ami, la poussière c'est la signature de la route, quand je serai arrivé, je me laverai, pour l'instant elle me protège. » Adèle sentit une chaleur monter dans son visage, pas de honte, pas de désir, autre chose, l'évidence qu'elle était entrée dans une scène plus grande qu'elle, et que si elle la quittait maintenant, elle resterait à la porte d'elle-même longtemps. Elle remercia le vendeur, prit le paquet de beignets pour la route, puis se tourna vers Kofi,
ses yeux s'enfoncèrent dans les siens, et elle dit, « Le monde a l'habitude de se moquer de ce qu'il n'ose pas faire, tu n'as pas eu peur, c'est déjà une richesse, » et Kofi inclina la tête comme on reçoit une bénédiction. Derrière eux, la ville applaudissait d'autres fortunes sur des terrasses où la musique étrangère rimait avec des éclats de verre, mais ici l'orchestre était composé d'une bassine d'huile, d'un baobab, d'un homme debout dans sa misère et d'une femme debout dans sa grandeur. Et le tempo c'était ce silence qui s'installe quand une porte invisible s'entr'ouvre. Adèle se souvint de sa grand-mère au village, qui disait toujours, « Ma fille, si tu veux voir la valeur d'un homme, regarde ce qu'il protège quand la honte essaie de le mordre, » et là, dans la posture de Kofi, elle vit quelqu'un qui protégeait son humanité comme une jarre pleine d'eau au milieu du feu. Elle inspira, et doucement, comme on touche la surface d'une eau profonde, elle répéta ces mots à lui, « Tu m'as dit, STP épouse-moi, une milliardaire supplie un sans-abri, j'entends que tu supplies la vie autant que tu me supplies moi, alors j'accepte d'écouter ta demande, pas pour faire un spectacle, mais parce que ta voix a frappé à la bonne porte. » La foule poussa un haut de satisfaction, on aime quand l'histoire décide de continuer, et le vendeur lança encore une poignée de beignets dans l'huile comme pour dire que la fête peut durer, pendant qu'un vent doux descendait de la lagune pour caresser les joues de la nuit. Ainsi, sous le ciel d'Abidjan devenu velours, entre gratte-ciel fier et avenue parfumée, la phrase la plus folle de la soirée avait trouvé son théâtre, « STP épouse-moi », et elle n'avait pas rebondi sur un mur de verre. Elle avait été recueillie dans des mains qui savent compter l'argent mais qui savent surtout compter les battements du cœur quand il change de rythme. Adèle resta debout un moment, ses beignets encore chauds dans la main, à regarder Kofi qui s'était redressé, son dos collé au vieux baobab comme si l'arbre lui prêtait sa force. Elle avait le sentiment étrange qu'un fil invisible venait de l'attacher à lui, un fil qui n'était ni de soie ni d'or mais qui avait la solidité du destin. Elle monta dans la voiture, demanda au chauffeur d'attendre, puis regarda à nouveau l'homme, ses yeux vifs malgré les vêtements élimés, son sourire hésitant mais digne, et quelque chose en elle se fissura. Toute sa vie elle avait vu des hommes riches lui tourner autour, certains avec des bouquets de fleurs énormes, d'autres avec des montres qui coûtaient le prix d'un petit immeuble, tous persuadés que leur fortune ou leur nom suffisait pour franchir la muraille de son cœur. Mais jamais aucun n'avait osé la surprendre avec des mots aussi fous et désarmants. Elle se dit intérieurement qu'il devait être malade ou désespéré, puis elle se souvint du proverbe de sa grand-mère qui disait que parfois les fous voient plus clair que les sages. Elle baissa la vitre et dit à Kofi de monter, juste pour l'écouter, pas pour l'épouser, et la foule éclata de nouveaux rires et exclamations. Le chauffeur se crispa, par habitué à ouvrir la porte arrière à un homme qui sentait la poussière du trottoir, mais il obéit, et Kofi entra, s'assit bien droit, comme s'il connaissait les manières qu'exige un siège de cuir. La voiture démarra, laissant derrière elle les badauds qui continuaient à commenter la scène, persuadés que la riche héritière avait décidé de jouer avec un mendiant comme on joue avec un chaton. Pendant que la voiture glissait entre les avenues éclairées, Adèle se surprit à l'écouter plus qu'elle ne l'aurait voulu. Kofi parlait avec cette éloquence des conteurs qui savent transformer une plaie en parabole. Il raconta comment il avait perdu son petit commerce à cause d'une série de malchances, comment il avait choisi de rester à Abidjan plutôt que de retourner au village les mains vides, et comment chaque jour il se tenait sous ce baobab en espérant qu'un miracle passe par là. Mais il le disait sans larmoyer, avec des images et des proverbes qui donnaient à son récit la saveur d'une histoire ancienne. Adèle souriait malgré elle, notamment quand il déclara que le luxe, ce n'était pas la voiture qui brille mais le ventre qui ne gronde pas. Le chauffeur, silencieux, serrait les lèvres pour ne pas rire, mais ses yeux dans le rétroviseur trahissaient son amusement. Quand ils arrivèrent devant le portail de la résidence d'Adèle, immense villa moderne avec jardins illuminés et fontaines qui semblaient chanter à la lune, Kofi eut un souffle coupé. Mais au lieu de montrer sa surprise, il dit calmement que la richesse ressemble à un masque de danse, belle de loin, lourde quand on la porte. Elle sourit à cette phrase, comme si elle venait d'entendre une vérité qu'aucun de ses amis millionnaires n'avait su formuler. En descendant, elle l'invita à entrer, ne sachant même pas pourquoi elle faisait cela. Peut-être la curiosité, peut-être la volonté de voir jusqu'où allait son audace, peut-être un défi lancé à elle-même. Les domestiques, en voyant ce sans-abri franchir le seuil, écarquillèrent les yeux, certains échangèrent des regards amusés, d'autres choqués, mais aucun n'osa parler. Adèle sentit leur jugement peser dans l'air mais choisit de l'ignorer. Dans le grand salon au canapé blanc et aux vitres hautes comme des murailles de verre, Kofi s'assit au bord du fauteuil, raide comme une statue.
Il observait les lieux sans la curiosité naïve d'un enfant mais avec le calme d'un homme qui a déjà vu la beauté et qui sait qu'elle n'est pas éternelle. Elle le regarda longtemps puis lui demanda pourquoi lui, un inconnu sans toit ni sou, pensait pouvoir lui demander une chose aussi impossible que le mariage. Il répondit doucement qu'il ne lui demandait pas de l'épouser pour la richesse mais parce qu'il avait senti en elle une solitude semblable à la sienne. Cette phrase la frappa comme une gifle. Solitude. Personne ne l'avait jamais dit à voix haute, pourtant elle savait qu'au milieu des soirées brillantes et des contrats juteux, il lui manquait une chaleur humaine simple, débarrassée de calcul. Kofi continua, et son humour secoua même les murs luxueux. Il dit que dans la rue, les rats partagent mieux leur nourriture que certains riches leurs plats, et que la vraie pauvreté n'est pas de dormir dehors mais de n'avoir personne qui appelle ton nom avec tendresse. Adèle se sentit à la fois piquée et touchée. Elle pensa à ses prétendants, à leurs cadeaux, à leurs flatteries creuses, et compara avec cet homme qui n'avait rien mais qui lui offrait des paroles comme des diamants. Elle se demanda si elle n'était pas en train de perdre la tête en l'écoutant, mais quelque chose en elle refusait de mettre fin à la conversation. Pendant ce temps, les domestiques se regroupaient dans le couloir, murmurant que leur maîtresse avait ramené un clochard, certains ricanaient, d'autres se demandaient s'il n'était pas un sorcier déguisé. Mais Adèle les fit taire d'un seul regard. Elle proposa à Kofi de manger, et la table fut dressée en quelques minutes. Les plats les plus raffinés apparurent, mais il toucha la nourriture avec une retenue respectueuse, goûtant chaque bouchée comme si c'était une bénédiction. En le voyant manger, elle pensa à ce qu'il avait dit sur le poulet des riches et le poulet des rêves, et elle éclata de rire, un rire vrai qui fit tourner les têtes des domestiques surpris. Ce fut ce soir-là qu'Adèle comprit qu'elle venait d'entrer dans une épreuve qui n'avait rien à voir avec ses affaires habituelles. Elle savait qu'elle allait être jugée par ses amis, ridiculisée peut-être, mais elle ne pouvait plus ignorer l'étrange force qui se dégageait de Kofi. Alors elle prit une décision. Elle se pencha vers lui et dit, « Si tu veux que je réfléchisse à ta demande insensée, il faudra d'abord que tu montres que tu es capable de vivre un instant dans mon monde sans te perdre. Si tu échoues, tu retourneras à ton baobab et cette histoire s'arrêtera là. Mais si tu réussis, alors peut-être que je t'écouterai plus loin. » Kofi releva la tête, ses yeux brillaient d'une lumière calme. Il répondit que le monde des riches était comme une rivière, il pouvait bien essayer d'y nager, mais qu'il n'avait pas peur de se noyer car on ne se noie pas quand on marche avec sa vérité. Cette réponse fit naître un frisson en elle. Pour la première fois, elle pensa que cet homme, malgré ses habits usés, avait quelque chose que l'argent n'achetait pas. Une authenticité brute, une sagesse héritée des douleurs et des épreuves. Elle resta silencieuse un moment, observant la fontaine qui brillait derrière la baie vitrée, et songea que la nuit venait de lui offrir un défi plus grand que tous les contrats qu'elle avait signés jusque-là. Elle ne le savait pas encore, mais ce pari allait bouleverser sa vie et celle de Kofi d'une manière que ni l'un ni l'autre n'imaginait. Le lendemain, Adèle décida de mettre à l'épreuve celui qui avait eu l'audace de lui demander sa main avec une bouche marquée par la faim et un corps fatigué par la poussière des trottoirs. Elle voulait voir s'il avait réellement cette force tranquille qu'il affichait, ou s'il allait s'écrouler face aux lumières aveuglantes de son univers. Dès l'aube, la maison se transforma en théâtre. Les domestiques étaient nerveux, certains ricanaient encore dans leur coin en se disant que ce vagabond n'allait pas supporter une heure dans un palais où l'eau coulait même dans les fontaines de marbre. Adèle ordonna qu'on prépare des vêtements propres pour Kofi, un costume sobre mais raffiné, et lorsqu'il enleva ses habits élimés pour enfiler la chemise fraîchement repassée, il eut ce sourire discret d'un homme qui retrouve un souvenir enfoui. Le costume ne changeait pas sa posture, mais il révélait la noblesse cachée dans ses épaules droites. En le voyant ainsi, même les domestiques qui se moquaient de lui baissèrent légèrement les yeux, troublés par cette dignité qui surgissait comme un lion sortant de la brousse. Adèle l'emmena d'abord dans une de ses voitures les plus luxueuses, un 4x4 qui ronronnait comme un fauve apprivoisé. Pendant le trajet, elle observait ses réactions, espérant le voir s'émerveiller, trébucher sur ses mots, mais il restait calme, posait son regard sur la ville avec cette lenteur de sage. À un moment, il dit simplement que la voiture était belle, mais que même l'oiseau le plus rapide ne pouvait pas échapper à son ombre. Cette phrase résonna en elle comme un proverbe ancien, et elle détourna le regard pour qu'il ne voie pas le trouble qui l'envahissait. Ils arrivèrent dans un restaurant de prestige, un endroit où les lustres étincelaient comme des soleils emprisonnés et où les serveurs marchaient avec la délicatesse de danseurs. Tous les regards se tournèrent vers eux quand ils entrèrent. Certains clients reconnurent Adèle et s'inclinèrent légèrement.
Mais quand ils virent Kofi à ses côtés, certains murmurèrent, d'autres se cachèrent derrière leur sourire poli. Un homme assis à une table, un ancien prétendant d'Adèle, ricana à mi-voix en disant que la belle héritière s'amusait désormais à ramasser les fantômes de la rue. Adèle l'entendit, mais avant qu'elle ne réponde, Kofi se tourna vers l'homme et déclara avec un calme tranchant que parfois les fantômes portent plus de vérité que les vivants, car eux n'ont plus rien à perdre. Le silence s'installa dans le restaurant, et l'homme détourna les yeux, honteux, pendant que les autres convives retenaient un sourire admiratif. Au moment de commander, Kofi surprit encore Adèle. Il lut le menu avec soin, choisit un plat simple, et lorsqu'il goûta la première bouchée, il prit le temps de remercier le serveur avec sincérité, chose que peu de riches faisaient. Il mangeait avec élégance, sans excès, et parlait avec humour. Il raconta que dans la rue, partager un morceau de pain sec valait mieux qu'un banquet sans chaleur. Ces mots touchaient plus qu'il ne l'imaginait, car Adèle elle-même avait souvent soupé dans ce luxe glacé, entourée de sourires qui sonnaient faux. Elle se demanda si, finalement, cet homme n'était pas en train de révéler à voix haute ce qu'elle avait toujours pressenti dans le silence. Après le déjeuner, elle l'emmena dans une réception privée organisée par des amis riches, des magnats de la ville qui aimaient montrer leurs montres étincelantes et leurs coupes de champagne. Elle voulait voir comment il se comporterait face aux moqueries de ce cercle fermé. Comme prévu, les regards furent lourds et les rires étouffés. Une femme vêtue de soie s'approcha d'Adèle et lui demanda à l'oreille si elle faisait une œuvre de charité en tenant ce vagabond par la main. Avant qu'Adèle ne réponde, Kofi lança une phrase qui fit taire les sarcasmes. Il dit que parfois la charité, c'était de sourire aux pauvres, mais la véritable richesse, c'était d'apprendre à sourire sans arrogance quand on est riche. Le silence tomba dans la salle, et même la musique sembla s'adoucir. Certains invités hochèrent la tête, d'autres se sentirent piqués, mais tous comprirent que cet homme n'était pas un simple figurant dans cette pièce dorée. Adèle commençait à être troublée. Elle s'attendait à voir un homme effrayé par les lumières, mais elle voyait un homme qui transformait chaque épreuve en leçon, chaque humiliation en proverbe. Elle sentit en elle une admiration dangereuse, car elle avait peur que ce respect grandissant ne devienne autre chose. Kofi, lui, semblait indifférent au regard, concentré uniquement sur l'échange sincère qu'il avait avec elle. À un moment, elle le surprit à la regarder avec intensité, et elle détourna vite la tête, comme si ce regard avait pénétré trop profondément dans ses défenses. La soirée se prolongea, et Adèle constata que même l'alcool et les rires fins ne pouvaient pas ébranler Kofi. Au contraire, il avait une capacité rare à ramener la conversation sur des sujets profonds avec humour. Il raconta une anecdote de la rue où, un jour, il avait partagé un morceau de pain avec un enfant inconnu et que cet enfant avait souri comme s'il venait de recevoir un trésor. La manière dont il racontait l'histoire fit rire et émouvoir à la fois, et plusieurs invités cessèrent de le mépriser pour l'écouter réellement. Adèle observait tout cela avec une émotion qu'elle n'arrivait plus à contrôler. Ce pari qu'elle croyait impossible devenait un miroir qui lui renvoyait ses propres manques. Elle commençait à se demander si ce sans-abri n'était pas en train de lui apprendre plus sur la vie que tous les livres de stratégie et de business qu'elle avait lus. Mais en même temps, une voix en elle lui rappelait qu'elle jouait avec le feu. Car si elle tombait dans ce piège d'émotions, elle risquait de franchir une limite qu'elle ne pourrait plus effacer. Plus tard, de retour à la villa, elle se retrouva seule face à lui. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle lui avoua qu'elle ne comprenait pas comment il pouvait garder une telle dignité au milieu d'un monde qui ne voulait pas de lui. Il répondit simplement que la dignité, c'était la seule richesse que personne ne pouvait lui voler. Et il ajouta que parfois, il avait l'impression que ceux qui possédaient tout avaient perdu justement cette dignité qu'ils croyaient acheter avec des titres et des bijoux. Elle se sentit nue face à ces mots. Il ne cherchait pas à l'impressionner, il disait simplement la vérité telle qu'il la voyait, et c'était cela qui la bouleversait. La nuit était avancée quand elle le laissa repartir dans la chambre qu'on avait préparée pour lui. Elle resta seule dans le salon, ses pensées bousculées comme des vagues. Elle comprenait qu'il n'était plus un simple mendiant qu'elle avait croisé près d'un baobab. Il était devenu une énigme, un miroir, peut-être même une menace pour les certitudes sur lesquelles elle avait bâti sa vie. Et dans ce silence, elle réalisa que le pari qu'elle croyait d'avoir lancé à Kofi, c'était en vérité à elle-même qu'elle l'avait lancé. Parce que l'épreuve la plus difficile n'était pas de voir s'il pouvait supporter son monde de luxe, mais de savoir si elle, la milliardaire au cœur blindé,
pouvait supporter de voir un homme sans rien lui rappeler à quel point elle manquait de l'essentiel. Le lendemain, le soleil s'était levé sur la ville avec cette lumière dorée qui caresse les vitres des immeubles et donne l'impression que même les murs de béton respirent une certaine noblesse. Adèle se tenait sur le balcon de sa villa, regard perdu vers la lagune, son esprit encombré par des pensées qu'elle n'arrivait pas à dompter. Tout son être lui disait de mettre fin à cette folie, de renvoyer Kofi à son baobab et de continuer sa vie lisse de milliardaire respecté, mais son cœur, lui, battait autrement. Dans la maison, Kofi avait passé la nuit dans une chambre d'invité, et quand il en sortit le matin vêtu du même costume simple qu'on lui avait offert, il avait l'air d'un homme qui portait un secret plus lourd que ses poches vides. Adèle l'invita à partager le petit déjeuner, un buffet opulent où les fruits brillaient comme des bijoux et où le café fumait avec une élégance qui n'appartient qu'au matin tranquille. Mais il mangea avec retenue, comme toujours, et ses yeux semblaient ailleurs. Elle sentit que ce jour allait apporter quelque chose de décisif. Après le repas, elle l'amena dans son bureau, vaste pièce aux murs garnis de bibliothèques et aux tableaux d'art africains qui rappelaient les ancêtres. Elle voulait qu'il lui dise enfin toute la vérité sur lui. Depuis la veille, elle avait remarqué dans ses gestes et ses paroles des indices d'un passé qui ne collait pas avec l'image d'un simple sans-abri. Elle le fixa longuement, puis demanda qui il était vraiment avant de se retrouver sous ce baobab. Kofi resta silencieux quelques secondes, son regard glissant sur une statuette de bronze posée sur le bureau, puis il soupira. Il dit que ce qu'il allait révéler pouvait changer la façon dont elle le regardait. Elle insista, et il finit par parler. Sa voix était calme mais chargée d'un poids immense. Il raconta qu'il n'avait pas toujours été un homme de la rue. Qu'il avait grandi dans une famille respectée, héritier d'un domaine immense, propriétaire de terres et de maisons. Il expliqua comment, après la mort de son père, une guerre d'héritage avait éclaté entre ses frères. Il parla des trahisons, des faux documents, des avocats corrompus, des juges achetés. Il parla de la nuit où ses propres frères avaient envoyé des hommes pour le chasser de la maison familiale, de la façon dont il avait fui avec seulement les vêtements qu'il portait. Il expliqua qu'il aurait pu se battre, qu'il aurait pu réclamer justice, mais qu'il avait choisi de se retirer. Parce que parfois, disait-il, la paix de l'âme vaut plus que les murs dorés. Alors il avait disparu, volontairement, refusant de mendier aux puissants ce qui lui revenait de droit. Mais au fil du temps, la rue l'avait englouti. Et c'est ainsi que celui qu'on appelait autrefois maître était devenu le sans-abri du baobab. Adèle resta bouche bée. Elle comprenait soudain cette noblesse dans ses gestes, cette sagesse dans ses paroles, cette dignité que la pauvreté n'avait pas réussi à voler. Elle sentit son cœur battre plus vite, comme si la vérité qu'elle avait toujours cherchée venait de se révéler. Elle comprit aussi que l'homme qui lui avait demandé sa main n'était pas seulement un mendiant, mais un héritier déchu qui avait choisi la pauvreté plutôt que la guerre. Ce contraste la bouleversa. Ses yeux s'embuèrent, mais elle se força à rester forte. Elle lui demanda pourquoi alors il avait choisi de lui demander un mariage. Kofi la regarda droit dans les yeux et répondit que parce qu'en la voyant descendre de sa voiture pour acheter des beignets, il avait vu une femme différente des autres, une femme riche mais encore proche du peuple, une femme qui ne s'était pas enfermée dans une tour d'ivoire. Et il avait senti que son destin avait croisé le sien. Le silence dans la pièce devint presque sacré. Adèle sentit son cœur battre comme une calebasse frappée à toute vitesse. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Et soudain, une pensée effrayante l'envahit. Et si elle tombait amoureuse de lui pour de vrai? Et si ce pari insensé la menait à abandonner son monde pour suivre un homme dont la richesse était désormais invisible aux yeux du monde? Elle eut peur, non pas de lui, mais d'elle-même, de cette faille qui venait de s'ouvrir dans son armure. Kofi, lui, se leva lentement, son ombre se découpant contre la lumière du matin. Il dit qu'il ne voulait pas être un fardeau pour elle, qu'il avait osé demander sa main parce qu'il croyait qu'il fallait toujours parler quand le cœur le commande, mais qu'il comprenait si elle le rejetait maintenant qu'elle connaissait sa véritable histoire. Adèle sentit un frisson parcourir sa peau. Elle pensa à tout ce qu'elle avait, à ses immeubles, ses voitures, ses bijoux, ses soirées, et elle se rendit compte que rien de tout cela n'avait jamais réussi à remplir le vide qu'elle portait en elle. Et voilà qu'un homme sans rien venait d'y déposer une lumière.
Elle voulut lui dire de rester, qu'elle voulait encore l'écouter, encore le connaître, mais au même instant, un domestique entra précipitamment pour annoncer qu'un visiteur inattendu attendait dans le salon. Quand ils descendirent, Adèle vit un homme élégant, costume 3 pièces, montre brillante, qui se leva avec un sourire figé. C'était l'un des frères de Kofi. L'air lourd tomba dans la pièce. Le frère salua Adèle avec politesse, puis planta son regard venimeux sur Kofi. Il dit d'une voix glaciale que la honte de la famille n'avait pas besoin de s'afficher ainsi auprès de personnes respectables. Kofi resta muet, mais ses poings se serrèrent. Adèle comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une visite innocente. Le frère déclara que Kofi n'était rien, qu'il avait abandonné ses droits et que désormais il devait rester dans la poussière où il appartenait. Il ajouta que si Adèle avait un minimum de respect pour son rang, elle se débarrasserait vite de ce déchet. Ces mots frappèrent Adèle comme une gifle. Elle vit alors dans le regard de Kofi une douleur immense, celle d'un homme trahi par son propre sang. Mais ce qui la troubla encore plus fut le calme avec lequel il répondit. Kofi dit doucement que la vraie pauvreté n'était pas de perdre des terres ou des maisons, mais de perdre son humanité. Et que ce frère, malgré ses bijoux et son costume, était plus pauvre que lui. Le frère éclata de rire amer, lança encore quelques insultes, puis sortit, laissant derrière lui une atmosphère lourde. Adèle se tourna vers Kofi, le cœur serré. Elle venait de voir la preuve vivante que cet homme n'était pas un simple vagabond, mais un héritier détruit par la jalousie. Elle sentit ses émotions bouillonner. Son esprit de femme d'affaires lui criait de fuir, de couper court avant que cette histoire n'explose. Mais son cœur lui criait de rester, d'oser, de plonger. Elle se leva, fit quelques pas, revint vers lui et planta ses yeux dans les siens. Elle ouvrit la bouche, mais au lieu de donner une réponse claire, ses lèvres tremblèrent et elle dit simplement qu'elle avait besoin de temps. Kofi hocha la tête avec compréhension, comme s'il avait déjà prévu cette réponse. Il ajouta qu'il n'attendait pas un miracle, mais juste un choix sincère. Elle se tourna alors vers la fenêtre, son esprit envahi par 1000 images, et une phrase lui échappa, presque comme un murmure. Elle dit, « Et si au fond de moi je savais déjà la réponse ?» Kofi l'entendit, et un léger sourire apparut sur son visage fatigué. Mais il ne dit rien de plus. La nuit tomba sur la villa, une nuit épaisse, remplie de questions. Adèle resta longtemps à réfléchir. Et quand elle ferma enfin les yeux, elle comprit que plus rien ne serait comme avant. Car désormais, elle savait que le véritable danger n'était pas d'épouser un sans-abri. Le véritable danger était de se rendre compte qu'elle pouvait aimer un homme pour ce qu'il était vraiment. Et ce constat résonnait en elle comme un coup de tonnerre. Une question restait suspendue, brûlante, prête à éclater au grand jour. Allait-elle céder à son cœur et briser toutes les règles de son monde, ou allait-elle fermer la porte et condamner ce chapitre à n'être qu'un rêve inachevé ? Cette histoire nous apprend que la dignité et l'amour vrai valent plus que les richesses matérielles, que la sincérité peut ouvrir des portes que l'argent ne peut acheter et qu'il ne faut jamais juger une personne par son apparence ou sa condition. Dites-moi de quel pays vous nous suivez afin qu'on voit ensemble jusqu'où voyagent nos histoires africaines. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire si vous voulez la suite.